BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. La deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. Radio, télé, replay, podcast. Merci de nous suivre en tout cas et j'espère que vous passez un bon week-end. Toujours Anthony Morel qui est à nos côtés pour commenter l'actu, journaliste à BFM Business qu'on ne présente plus, le pilier, je le disais, de cette émission. Ah non, de l'émission. Ah non, de bar, ça je sais pas, non, je pense pas. Non, en plus. C'est une vie super saine, t'es tout le temps en train de courir toi. Ah bah ça n'empêche pas. Hein. Je te suis sur ton Insta, t'es tout le temps en train de courir. C'est parce que c'est les seuls trucs que je poste sur Insta. J'ai une vie à côté quand même, mais c'est vrai que c'est les seuls trucs intéressants de ma vie finalement, qui est finalement assez mort. Oh non. Mais non, pas du tout, non, mais ça prouve en tout cas que t'as une hygiène de vie. Ouais. Mais une petite bière après la course, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que tu la savoures encore plus. Oui, quand t'as bien couru, t'es vraiment bien. L'effort. Voilà, le réconfort, tu l'as mérité. Forcément. Et Jean-Baptiste de JB, donc de The E-Connection. Son petit nom, c'est Jean-Baptiste Nicolet, que vous retrouvez évidemment sur sa chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, qui suit l'actualité tech. Alors, avec une primeur pour Apple, mais pas que. Hein, tu parles de plein d'autres sujets. Et on va là parler peut-être de toutes les parades que mettent en place les constructeurs de téléphones pour essayer d'éviter le vol de smartphones. Et on le voit, Apple fait plein de choses. Ouais. Aujourd'hui, vous volez un téléphone qui est bloqué avec votre Face ID, etc. C'est compliqué aujourd'hui de le craquer. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils y arrivent d'ailleurs. Très compliqué. Très compliqué. Plus qu'avant. Ouais. Après, il y a le marché de la pièce de rechange. En fait. Après, ils démontent les téléphones, ils partent un peu partout et voilà. Mais bon, enfin voilà, ils essaient les constructeurs essaient de complexifier tout ça pour dissuader en fait les voleurs de smartphones. C'est vraiment ça. En fait, on n'arrivera jamais à un monde où on arrête les vols à proprement parler, parce que c'est ce que tu disais, tu peux quand même revendre les pièces détachées. Mais simplement, le téléphone, lui, va se transformer en brique inutilisable. C'est vraiment ça l'enjeu, avec l'idée que pour les voleurs, c'est quand même beaucoup moins intéressant, parce que c'est plus compliqué quand même de devoir ensuite dépioter le téléphone, et puis c'est moins intéressant aussi d'un point de vue financier. Et c'est vrai qu'il y a plein d'innovations qui sont en train d'arriver pour rendre les téléphones inopérants une fois qu'ils ont été volés, et ça va même plus loin que ça, puisque Google a annoncé pour les téléphones Android, alors c'est pour tous les modèles qui sont équipés de la version 10 ou plus, donc sortie 2019 et après, donc c'est quand même c'est vaste, c'est assez large quand même. Cool. Pas Apple. Hein. Et voilà, pour le coup, c'est pas Apple. Une fonctionnalité qui va permettre en fait au téléphone de comprendre qu'il est en train d'être volé et donc de se bloquer à ce moment-là. On va utiliser pour ça les capteurs à l'intérieur du téléphone couplés à de l'intelligence artificielle. Et donc en gros, si on t'arrache le téléphone, les capteurs de mouvement vont comprendre qu'il y a un mouvement brusque. Si juste derrière le mouvement brusque, tu as quelqu'un qui se met à courir, en gros, il va en déduire qu'il y a eu un vol à l'arraché. Oui, parce qu'il y a de la géoloc, je pense aussi. Exactement, et donc il va se verrouiller automatiquement. Donc ça, c'est un des éléments, mais je trouve que c'est assez malin, tu vois, ce truc de, tu es en train d'utiliser ton téléphone, tu te le fais voler à l'arraché, le cas assez classique dans la rue, dans le métro, et là, le téléphone va comprendre de lui-même, et il va se bloquer automatiquement, sachant que c'est, j'allais dire, une première étape, puisque Google, et d'autres d'ailleurs, travaille sur ce qu'on appelle la biométrie comportementale. Moi, c'est un truc qui me passionne, la biométrie comportementale. Biométrie, on connaît, c'est reconnaissance des empreintes digitales, reconnaissance faciale, c'est notre signature, la signature corporelle. La biométrie comportementale, c'est de dire que demain, ton téléphone saura que c'est toi qui l'utilises sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, parce que tu as une signature unique dans la façon dont tu l'utilises. C'est-à-dire que par exemple, quand tu tapes des mots sur ton téléphone, quand tu tapes le prénom François, par exemple, je pense que tu le tapes d'abord plus vite que moi, parce que tu as plus l'habitude de le taper, et puis peut-être que tu vas pas mettre la même pression des doigts à chaque endroit, sur chaque touche, etc. Tout ça, alors ça c'est ce qu'on appelle la frappologie, c'est une signature qui nous est unique. La façon dont tu marches dans la rue, la vitesse à laquelle tu marches, il y a énormément d'éléments qui vont constituer une signature qui nous est unique et qui va faire dire au téléphone, là c'est bien François Sorel qui est en train de m'utiliser, et s'il y a des éléments qui changent, c'est peut-être plus lui. Et à ce moment-là, je vais demander à l'utilisateur d'utiliser la reconnaissance faciale ou d'avoir une authentification plus forte. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, parce que tu sais, ton prénom, peut-être qu'à un moment, tu vas te planter, tu vas ripper, à un moment, tu vas marcher plus vite ou moins vite. En fait,
la biométrie comportementale, c'est un truc qui va te donner un score qui va de 0 à 100, de certitude que c'est bien toi qui es en train d'utiliser ton téléphone. Plus il est élevé, plus ça va, et on va être convaincu que c'est toi qui l'utilises. Et si ça baisse, à ce moment-là, on va se dire c'est quelqu'un qui l'a piqué ou quelqu'un qui est en train de l'utiliser qui ne devrait pas l'utiliser. Et à ce moment-là, on va te demander reconnaissance faciale ou reconnaissance des empreintes digitales. Si on prête notre téléphone à quelqu'un, alors soit tu peux à ce moment-là tu peux le configurer pour pouvoir le prêter à quelqu'un éventuellement, mais ou ça alors se prête tu fais rarement un téléphone. oui, ça se prête rarement, ou alors les parents à leurs enfants souvent prêtent le téléphone. Ouais, alors à ce moment-là, Ouais. je pense que ce sera configurable, ou alors tu peux, pour le coup, faire avec de l'authentification forte, tu fais reconnaissance faciale, puis tu donnes ton téléphone à ton enfant, et il peut l'utiliser. Ça existe déjà aujourd'hui ? Non, là, ça, c'est des tests qui sont en train d'être réalisés, donc c'est des fonctionnalités qui vont arriver probablement dans les mois ou années qui viennent. La première dont je vous parlais, par contre, la détection du vol, etc., ça, oui, ça, c'est déjà le cas. En tout cas, ça a été annoncé par Google vraiment très officiellement, donc ça, il n'y a pas de problème. Ils ont annoncé toute une batterie de fonctionnalités anti-vol. Tu en as d'autres, par exemple, si le voleur déconnecte le téléphone pendant longtemps, c'est pour éviter qu'on puisse le localiser, par exemple. Au moment d'avion et autres. Voilà, Ouais. et bien là aussi, le téléphone va se verrouiller automatiquement, il va se dire il y a un truc qui est bizarre, il se verrouille, il va demander une authentification forte. Là encore, l'enjeu c'est que la personne n'ait pas accès à toutes tes données, etc. quoi. Donc je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu toutes ces batteries de mesures qui sont mises en place pour rendre Voilà, nos fonctionnalité téléphones que j'ai plus bien difficiles à aimé, voler. c'est qu'on puisse aller sur le téléphone d'un ami, s'identifier entre guillemets sur son téléphone et le bloquer à distance. Ouais. Ça se fait aujourd'hui chez Apple de pouvoir, avec son iCloud, se connecter à son iCloud via un autre téléphone. Mais là, de pouvoir le faire chez Android et avec Google, c'est Et vachement je crois qu'on peut même le faire par SMS, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais. C'est-à-dire que tu prends le téléphone de quelqu'un et tu envoies un SMS avec je sais pas quoi, un code ou je sais pas quoi, mais ça bloque ton téléphone Ouais, à c'est pas mal, distance. ça, c'est pas mal. Enfin, je crois avoir lu ça. Hein. Intéressant aussi, ouais. Mais on voit en tout cas que c'est un vrai sujet, Ah ouais. bien sûr. Quand tu vois l'explosion des vols de téléphone absolument Ça vous partout. est déjà hein. arrivé C'est testé au Brésil. Moi, crois, je me non suis jamais fait voler. Oui, absolument. Ils ont testé Ouais. ça au Brésil. Parce que évidemment, c'est un pays où il y a ouais. beaucoup de pickpockets et beaucoup de touristes, effectivement, un peu comme partout, mais voilà, il fallait un pays, je dirais, test, C'est ça. et c'est le Brésil pour l'instant. T'as déjà volé un téléphone ? Non, j'ai perdu un téléphone dans un taxi. Mais Las Vegas aussi. Ouais, oui. Bah, on Ah l'avait ouais. raconté. Mais c'était pas celui-là. Ah non, c'était encore un autre. Non, parce que celui-là, je l'ai retrouvé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais non, une fois, il y a une dizaine d'années, j'ai perdu mon iPhone, je l'ai laissé dans le taxi, Ah là et là, impossible de le retrouver. Et tu l'avais localisé ou pas? Parce que moi, j'ai perdu un téléphone. Je l'ai pas localisé, non. Ouais. J'étais pas arrivé. Moi, c'était en faisant du vélo. Où mon téléphone est tombé et je m'en suis rendu compte genre 20 minutes après. Donc j'étais du côté du bois de Vincennes et tout. Donc, je suis rentré chez moi, catastrophe. J'ai utilisé la localisation et donc il me l'a localisé dans un rayon de 100 mètres. Je suis retourné à l'endroit et je l'ai retrouvé. Waouh. Voilà. Donc ça, c'était vraiment cool. J'étais Ouais, content. ça c'est super pratique. Hein, quand Il même. était vraiment en évidence. Oui. N'importe qui aurait pu le prendre. Et Mais je pense personne que- n'est passé ou... Ouais, soit personne n'est passé, ou soit, franchement, encore une fois, c'est ce qu'on se disait maintenant, les téléphones, quand tu prends un téléphone que tu trouves par terre, en fait, c'est une brique, tu Oui, peux oui, rien faire ça avec. sert Quoi. à rien. Donc, à part si t'as vraiment un mec qui est intéressé par revendre les pièces Après, détachées, si t'es honnête, tu le prends et tu le ramènes au commissariat. Ouais, ou alors évidemment. enfin, Ouais, voilà, bien tu sûr. vois, Bien sûr, bien ça sûr. aussi. Bon, tout ça c'est cool. On va parler maintenant de ChatGPT et notamment GPT-4 qui est. Alors vous savez qu'il y a GPT-4, il y a GPT-4o qui est, on va dire, la version la plus évoluée de cette intelligence artificielle générative d'OpenAI. Et tu voulais nous parler d'un test qu'a passé GPT-4. Ouais, absolument. C'est le test de Turing. Alors, ça vous parle peut-être, le test de Turing, pour ceux qui La nous machine de écoutent et ceux qui Turing. nous regardent. Alors, exactement, la machine de Turing. Ouais, Alan Turing, je Ouais. pense que tout le monde connaît ou a au moins entendu parler. Hein, donc, un génial père de l'informatique, ou enfin, l'un des pères fondateurs de l'informatique et même de l'intelligence artificielle. On parle quand même des années 50. Hein, donc, c'est quand même quelqu'un qui était. Puis c'était un génie absolu. Enfin, bon, peut-être vous avez vu le film The Imitation Game. C'était un très bon coureur aussi. Accessoirement. Il courait le D'accord. marathon en moins de 3 heures quand même, Wow. Alan Turing, hein. Et il n'avait pas les plaques carbone, hein. Il avait des chaussures des années 50. Hyper Dingue. impressionnant le gars. Enfin, Et il vraiment, buvait il des était- bières après. Hein Et il buvait des bières après. et il buvait probablement des bières après, je sais pas, mais en tout cas, non, mais c'est vraiment un mec absolument extraordinaire, Alan Turing, évidemment. Et en fait, il avait conçu en 1950 une expérience, en gros, pour prouver qu'une machine est intelligente, disait-il, eh bien, il faut, alors c'est l'expérience qu'il avait imaginée, donc un chatbot, enfin un agent conversationnel, qu'on fait discuter avec un être humain à l'aveugle, et si la machine arrive à faire croire à l'humain qu'il est en train de discuter avec un humain et non pas avec une machine, Il alors passe ce test. il passe ce test. Ou plutôt, si 30% du temps, 30% des êtres humains se font avoir par la machine, alors le test est passé. En gros, c'était ça les conditions au bout de 5 minutes de conversation.
Et donc ça, c'était une sorte de Graal, ou en tout cas une étape importante dans le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que le degré de sophistication du langage, de la sémantique utilisée, du ton, etc. est suffisamment réaliste pour passer ce fameux test de Turing? Pour qu'on se fasse avoir, quoi. Pour qu'on se fasse avoir, pour qu'on se fasse tromper par la machine. Et donc là, ça a été réalisé. Alors, pour la première fois, c'était inéluctable, je veux dire, avec les avancées technologiques de ChatGPT, mais là, dans des conditions expérimentales. C'est-à-dire que c'est des chercheurs de l'université de San Diego. Ils ont pris 500 cobayes, entre guillemets. Ils les ont divisés en 4 groupes. 3 groupes qui discutaient, à l'aveugle évidemment, avec des IA. Donc tu avais la première version de ChatGPT, la dernière version, et tu avais un autre chatbot qui s'appelle Elisa, qui est le premier chatbot qui a été conçu dans les années 60. Et puis le dernier groupe, lui, discutait avec des êtres humains. Et donc personne ne savait avec qui il était en train de discuter. Et en fait, sur le test à l'aveugle, quoi. Test à l'aveugle, exactement. Et en fait, parmi ceux qui ont discuté avec GPT-4, 54% ont cru qu'ils étaient en train de discuter avec un être humain. Donc le test est passé. Ça veut dire que la machine est capable de tromper l'homme de manière significative dans des conditions expérimentales. Donc c'est un jalon, si tu veux. Voilà, c'est une sorte de Graal technologique qui a été atteint. On se doutait que ça allait arriver. C'est arrivé. Et donc ça nous montre bien, encore une fois, à quel point l'IA a avancé avec à la fois tout le potentiel. Tu peux imaginer un service après-vente où tu saurais même plus que tu es en train de discuter en fait avec une machine, parce que voilà, encore une fois, le test a été passé et donc tu as l'impression d'être en train de discuter avec un autre humain et c'est pas le cas. Et on peut imaginer aussi toutes les dérives potentielles, parce que tu peux te faire passer potentiellement pour n'importe qui avec un très grand degré de réalisme. C'est clair. On se dit, tiens, on dit ouais, mais moi si je le fais, je découvrirai, etc., etc. Mais en fait, on peut imaginer que les personnes qui l'ont testé, à 54%, se sont fait avoir. Absolument. Voilà. Alors, on pourrait se faire avoir. Si vous pensez que vous ne vous feriez pas avoir, vous pouvez tester un site qui s'appelle Human or Not. Et Human or Not, en fait, c'est ça. C'est tu fais le test de Turing. C'est-à-dire que tu discutes pendant 2 minutes avec un chatbot ou un humain, mais tu sais pas en fait. Ah, okay. Tu racontes ce que tu veux et lui il te répond ce qu'il veut. Voilà. Et au bout de 2 minutes, tu dis alors, on te pose la question, est-ce que tu étais en train de discuter avec un humain ou avec une IA à ton avis? Donc tu donnes la réponse et il te dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc c'est assez marrant. Moi je l'ai fait. Je sais pas, j'ai dû le faire 10 fois et je me suis planté un certain nombre de fois. Donc c'est assez. Parce que tu as des humains qui essayent de se faire passer pour des machines. Tu as la machine qui essaye, elle, de se faire passer pour un humain. Enfin, c'est assez compliqué. C'est rigolo comme jeu. Human or Not. Vous pouvez le tester sans aucun problème. Ouais, tout ça est vertigineux. C'est assez vertigineux. Et quand on sait qu'on est qu'au début de tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu as les mecs qui te disent maintenant il faudrait créer un test de Turing, mais plus perfectionné, parce que maintenant, ça y est, on a passé. Sûr, vrai, Et tu as notamment Mustafa Suleyman, qui est le créateur, le cofondateur de DeepMind, de Google, qui dit en fait, maintenant la prochaine étape, c'est de demander à une IA de générer $1 million de manière totalement autonome. En gros, tu lui donnes $100 000 au départ et tu dis tu te débrouilles. Voilà, tu me crées un produit, tu me l'inventes, tu gères les fournisseurs, la logistique, tu le vends sur Internet sans intervention humaine. Et si elle arrive à générer $1 million, là on aura franchi un pas supplémentaire. C'est passionnant. C'est pas mal, je trouve. Ouais, ça va loin. Hein. Là, ça va loin. Wow. C'est un vrai test. Puis c'est un test intéressant là pour le coup. Tu vois, l'IA qui pourra te générer $1 million, pas mal. Mais bon, il faut mettre 100 000 au départ, quoi. Faut mettre 100 000 au départ. Et là, si elle marche pas, tu peux pas l'engueuler. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, j'ai raté le test, voilà, qu'est-ce que tu veux? Il nous reste 3 minutes, Anthony et JB. On va peut-être parler aussi de Nvidia, parce que c'est quand même la semaine d'Nvidia. C'est fou, qui est devenu le roi des entreprises technologiques et le roi de l'IA, on le sait. Et là, il y a un symbole qui a été franchi. On parlait justement du test de Turing. Finalement, ça c'est le test financier de Nvidia, qui est devenu, Anthony, cette semaine, la première capitalisation boursière devant Microsoft et devant Apple. Oui, absolument. C'est un symbole vraiment, parce que Nvidia, qui aurait pu imaginer ça il y a encore 2 ou 3 ans? Nvidia, ça a toujours été une très belle entreprise technologique que nous on suit parce qu'on est technophile et que ça nous intéresse. Mais que le grand public ne connaît pas du tout. Que le grand public ne connaît pas du tout. Très peu. Toujours aujourd'hui, même j'ai vu. Alors les fans de jeux vidéo, oui. Les fans de jeux vidéo. Tu t'achètes une puce Nvidia. Non, mais c'est rigolo parce que je sais pas si vous aviez vu ça, c'était il y a quelques semaines. Tu avais un article de BFM TV, c'est la même maison, donc on précise, mais qui disait Nvidia, cette entreprise méconnue du grand public qui a explosé et tout, et ils se sont fait allumer sur les réseaux sociaux. Les gens étaient méconnus, mais c'est juste une des plus grosses entreprises technologiques. Mais en fait, oui, c'est vrai, mais sauf que dans le grand public, demander à 100 personnes dans la rue s'ils connaissent Nvidia, je vous assure, mais vraiment, il y a 90% des gens qui ne connaîtront pas. Tu as ceux, effectivement, qui sont fans de jeux vidéo, pour le reste, et ceux qui s'intéressent à l'actu, etc. Mais sinon, ça reste encore une entreprise qui est
entre guillemets confidentielle, mais qui est devenue la plus grosse capitalisation mondiale. Ce qui montre bien, parce que eux, c'est eux qui fournissent en fait, la matière première, la matière grise de l'intelligence artificielle, que dans toute ruée vers l'or, les vainqueurs, les vrais vainqueurs, c'est les marchands de pelles et de pioches. Ouais. Or, les pelles et les pioches de la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, clairement, c'est Nvidia. C'est Donc, ils sont dans une position géniale. Même s'ils sont concurrencés, il y a des entreprises qui commencent à arriver sur le marché, mais enfin, ils ont une avance technologique qui est quand même assez... On les retrouve dans les PC copilotes des puces Nvidia ou pas du tout? C'est une bonne question, je crois pas, parce que c'est du Qualcomm. Ouais. Je ne pense pas. Non, alors après, par contre, tu as du Nvidia dans les serveurs. Oui, dans les serveurs de ChatGPT, etc. Voilà. Et donc, quand tu es sur Copilot et que tu passes par le cloud pour certaines fonctionnalités, évidemment que tu vas passer par du Nvidia, ça c'est sûr. Parce qu'il faut rappeler que, en gros, c'est leurs puces, enfin leurs GPU sont installés dans les serveurs et qu'il y a une bataille pour acheter. Aujourd'hui, c'est une des seules entreprises au monde qui peut choisir ses clients, qui peut dire, c'est comme les entreprises de luxe, tu vois, ils disent non mais vous, on vous fournira un petit peu plus tard, vous, ok, on vous fournit maintenant. Tellement tout le monde veut acheter des puces Nvidia. C'est un truc de fou, en fait, ce qui se passe autour de cette entreprise. Et toi qui suis ça depuis longtemps, tu l'avais vu venir qu'Nvidia aurait pu aujourd'hui, en 2024, devenir aussi gros? Franchement, le truc, c'est toujours pareil. C'est le moment de ChatGPT qui a tout déclenché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ChatGPT a ouvert la boîte de Pandore, exactement, là, tu pouvais te dire, bah oui, Nvidia, forcément, c'est eux qui vont tout faire tourner. Mais avant le moment de ChatGPT, franchement, c'était compliqué de le deviner, en fait. Félicitations à Nvidia et à son fondateur Jesper Ewing, voilà, qui est génial en fait, qui est un sacré personnage qui aussi, s'adapte en fait à toutes les innovations technologiques, etc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony. Merci Anthony Morel de BFM Business. Merci à JB de The E-Collection. Si vous êtes avec nous à la télé, à la radio, ça s'arrête là. Mais si vous voulez avoir quelques minutes de bonus, le podcast audio de quoi je me mêle. On va parler avec JB d'un ballon connecté. C'est vrai que l'euro, ça y est, on y est. Il y a la techno qui arrive dans cet euro. Et oui. Ça sera notre module bonus. Merci en tous les cas de nous suivre. Et si vous ne nous rejoignez pas en podcast, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Salut à tous et ce sera avec Anthony Morel. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.